En 2023, selon la FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier, la France compte 57,4% d'heureux propriétaires. Pour les autres, accéder au même statut est un rêve largement partagé, mais dans les conditions actuelles, l'opération relève vite de la mission impossible. Hausse des taux, banques frileuses et prix des biens encore trop élevés ont privé beaucoup de candidats de la possibilité de construire leur propre nid, surtout les plus jeunes. Même si 14% des Français déclarent toujours vouloir réaliser leur projet immobilier en 2023 malgré les obstacles, le moment est-il bien choisi, car le marché est en plein bouleversement et il est difficile de savoir où et quand il va se stabiliser. Depuis la fin de l'année dernière, les prix ont ralenti et le nombre de ventes a baissé dans l'ancien, pendant que le secteur du neuf est carrément coincé dans une impasse économique. Les grandes villes, Paris en tête, ont montré l'exemple, mais la baisse va continuer et se généraliser sur l'ensemble du territoire. Dans des temps aussi incertains que les nôtres, les épargnants se tournent toujours vers les valeurs refuges capables de protéger leur patrimoine, l'or et la pierre, mais qui va encore pouvoir se permettre d'acheter ces prochains mois. Aujourd'hui, on fait le point sur la situation. Où en est l'immobilier en France? Où est-ce que ça baisse le plus? Comment réagissent les banques? Et peut-on savoir ce qui va se passer? Voilà de quoi je vais vous parler pendant les 15 prochaines minutes. Et en fin de vidéo, nous essaierons aussi de répondre à une question subsidiaire qui va particulièrement intéresser les candidats à l'achat. Est-ce que finalement, acheter sa maison, ça vaut vraiment le coup? Voici donc la vidéo qu'il faut voir si vous faites partie des 14% d'acheteurs qui comptent se lancer cette année. Mais si vous êtes dans l'autre camp et que vous avez prévu de rester locataire cette année, par choix ou par contrainte, il y aura de quoi vous remonter un peu le moral. Et pour aller encore plus loin en termes d'analyse, pensez à vous abonner à notre newsletter. Chaque semaine, vous recevrez un récapitulatif de toutes les actus importantes, des analyses d'actions et de crypto, des présentations d'outils pour optimiser votre épargne et bien plus encore. Alors rendez-vous en description, on vous met le lien. Cette fois, ça y est, après des décennies de hausse des prix interrompus, le marché immobilier français ploie sous la conjoncture et se retourne enfin. Les années 2021 et 2022 ont été de très bons crus pour les professionnels. Les confinements ont bouleversé notre quotidien, ont changé notre façon de mesurer le rapport entre notre qualité de vie et nos aspirations, et le tout a provoqué une forte hausse des transactions, mais l'inflation est venue mettre fin à la fête. Depuis juillet dernier, les taux des crédits ont bondi et ont gravement entamé la capacité d'endettement des acheteurs les plus fragiles, principalement les jeunes. Les banques ont aussi revu leur politique d'octroi des prêts. Dorénavant, pour emprunter, il faut montrer patte blanche, présenter un profil parfait, apporter au moins 20% du total du projet, emprunter sur 20 ans maximum, conserver de l'épargne après le projet et enfin, percevoir réellement 3 fois plus que le montant de la mensualité. Pour emprunter 200 000 € sur 20 ans avant l'inflation, hors frais, il fallait gagner 3 000 € par mois. Aujourd'hui, il vous en faut 3 500. Conséquence, le marché s'est grippé et c'est normal, c'est fait pour, enfin, façon de parler. Les notaires de France, dans leur dernière note de conjoncture, pointent la chute du nombre de transactions, moins 8,1% en février 2023 comparé à février 2022. 1 083 000 transactions ont été réalisées en 2022, contre 1 205 000 en 2021, et les notaires s'attendent à ce que le chiffre descende sous la barre du million dès l'été prochain. En province et dans l'ancien, les prix grimpent toujours, mais 2 fois moins vite que l'année dernière car l'offre est encore tendue et les biens manquent. Après plus 6% de hausse au 4e trimestre 2022, la hausse attendue à fin mai 2023 n'est plus que de plus 2,4% et de 0% à la rentrée, et le phénomène concerne tous les types de logements. À Paris et en Île-de-France, les prix ne sont montés que d'un petit pourcent seulement en 2022 et reculent de 1,6% en janvier. On s'attend à moins 2,7% fin mai, avec moins 1,2% en grande couronne et moins 3,4% en petite couronne, des baisses inédites depuis 7 ans. Du côté du marché du neuf, la situation est calamiteuse et il n'y a pour le moment aucune perspective de redémarrage. Avec 38% de contrats de réservation en moins au dernier trimestre de 2022, le secteur enregistre sa pire performance en 16 ans. Des acheteurs qui se font rares, la hausse des prix des matériaux, un déficit foncier, de nouvelles normes, les causes ne manquent pas. Au premier trimestre, la chute se poursuit, moins 30,7% de réservation, moins 6,1% de mise en vente et des annulations qui bondissent de 15,8%. Du côté des agents immobiliers, on est plus optimiste. À la FNAIM, on parle de léger dérapage contrôlé pour désigner la baisse du volume des ventes et on argumente. La correction était inévitable, surtout là où les prix ont augmenté plus vite que les revenus, comme dans les villes de plus de 100 000 habitants, situées dans la moitié nord et l'ouest du pays. Pour la suite, on envisage 2 scénarios.
Le premier, où les taux moyens des prêts immobiliers se stabiliseraient autour de 3%, avec dans ce cas des transactions maintenues autour du million. Et la deuxième, où les taux dépasseraient ce seuil et où la chute serait brutale, avec un recul estimé à plus de 12% comparé à 2022. En gros, si vous devez vendre, c'est maintenant, et si vous devez acheter, patientez. Oui, c'est sûr, les prix de la pierre baissent enfin. Pendant plus de 20 ans, ils ont été dopés par les baisses des taux, par la souplesse des banques et par une intense campagne d'éducation des Français pour les encourager dans leurs projets d'achat immobilier. Et quel succès! Depuis l'an 2000, les transactions se sont multipliées. Nous sommes passés de 800 000 à près d'1 200 000 en 2021. C'est une hausse de 50%. Forcément, face à une telle demande, l'indice du prix des logements a augmenté lui aussi, mais bien plus vite que les ventes en volume et, hélas, que le pouvoir d'achat. En 20 ans, il a été quasiment multiplié par 3 et dans Paris, il n'aura fallu que 10 années pour que les prix doublent. Devant une telle situation, les observateurs attendaient déjà que la bulle éclate depuis un bail et toute baisse aurait été interprétée comme un signal positif. En temps normal, quand les prix atteignent des niveaux trop élevés, les acheteurs reculent et les exigences des vendeurs s'équilibrent avec celles de la demande. Mais en France, ils n'ont jamais vraiment arrêté de monter. Après la crise des subprimes, nous sommes l'un des rares pays où l'indice des prix de l'immobilier est revenu à son niveau d'avant 2008 et l'a même dépassé. L'amour des Français pour la pierre ne s'est jamais démenti, pour le plus grand bonheur des 240 000 professionnels, agents immobiliers et mandataires et des 17 300 notaires que compte notre pays. Avec un taux de 65% de propriétaires, nous sommes largement devant l'Allemagne et la Suisse, par exemple, et 68% du patrimoine des Français est constitué, je vous le donne en mille, de biens immobiliers, et souvent le patrimoine se résume à la seule résidence principale. Mais avec seulement 4% des ménages qui détiennent 50% du parc locatif français, il semble qu'acheter pour louer est tout aussi populaire que pour habiter. Jusqu'à maintenant, la pierre a toujours été reconnue comme l'un des placements les plus sûrs et les plus rentables, en temps de crise comme en période d'expansion économique. Mais, jusqu'à maintenant, les prix n'ont jamais baissé. Enfin, durablement, j'entends. Voilà pourquoi nous sommes tous quasiment convaincus que l'immobilier français ne peut que grimper. C'est pourtant une illusion. D'abord, comme nous sommes tous des investisseurs avertis ici, nous connaissons par cœur le laïus qui accompagne chaque proposition de placement. Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures. Ensuite, malgré les apparences, il n'y a aucune raison que l'immobilier échappe à la règle. Prenons le cas de l'Irlande, par exemple. Entre 1995 et 2007, jusqu'à la crise des subprimes, les prix des logements ont été multipliés par 3 avant de fondre pendant 7 ans de plus de 50%, puis de remonter jusqu'à aujourd'hui, mais sans jamais revenir au même niveau. Malheur à l'Irlandais qui a acheté au plus haut en 2007, son bien est toujours décoté de 20%, et c'est la même chose aux États-Unis, moins 3,7%, ou en Espagne, moins 27%. En France, ils valent 5% plus cher. Pourquoi un tel écart ? Parce qu'en France, l'immobilier est fortement ancré dans nos habitudes, c'est même devenu une religion. On croit dur comme pierre qu'elle est l'un des moyens les plus sûrs pour se mettre à l'abri ou se sortir du besoin, pour protéger un patrimoine et même pour devenir riche. Et fondamentalement, ce n'est pas faux. Un patrimoine bien réparti et sécurisé doit obligatoirement comprendre une bonne part d'immobilier et la société nous répète qu'il faut être propriétaire, que c'est le but de tout travail, que c'est un marqueur de réussite sociale. Si à 50 ans on n'a pas son duplex, alors on a raté sa vie. C'est ce que disait Jacques Séguéla à peu de choses près. Pour nous encourager, les belles histoires de gens qui ont fait fortune dans l'immobilier ont fleuri dans les médias et les émissions de déco, ou qui mettent en scène des acheteurs à la recherche de leur futur nid, ont envahi les écrans de télé. Le logement est notre préoccupation numéro 1, ex aequo avec notre alimentation. Pas étonnant que chacun rêve d'acquérir son petit bout de terre à lui, quand on voit partout comme il est simple de se lancer et quel bonheur c'est de vivre chez soi. Pendant toutes ces années, tout a été fait pour nous donner envie d'acheter et pour nous le permettre. De nouveaux métiers sont apparus pour encore mieux accompagner les candidats, comme les courtiers. Les banques ont allongé les durées de financement, l'État a multiplié les dispositifs d'aide, les taux ont baissé et ont permis d'emprunter pendant 7 ans à près de 0%. Et chaque année depuis 20 ans, tous les spécialistes l'ont répété, c'est le moment d'acheter. Ça aussi, c'est une illusion. Ou plutôt, ça l'est devenu par la force des choses quand les prix de l'immobilier ont commencé à augmenter plus vite que nos revenus. Et les histoires moins sexy d'acheteurs en difficulté, surendettés, qui se saignent 4 veines pour conserver leur toit, démunis face à de gros travaux, se sont elles aussi multipliées, avec souvent d'importantes pertes financières à la clé et une forte dégradation des conditions de vie. Et non, être proprio, ce n'est pas toujours rose. Une question se pose alors si on envisage que le marché se retourne vraiment et qu'encouragé par la récession et les hausses des taux, les prix baissent durablement.
Sur les 5 ou 10 prochaines années, acheter pour habiter et acheter pour louer seraient-ils toujours des opérations aussi intéressantes? Voyons cela avec un exemple. La situation plutôt courante d'une famille locataire de son logement qui se demande s'il ne vaudrait pas mieux l'acheter plutôt que de donner chaque mois de l'argent à son propriétaire. La question est légitime. Imaginons que cette famille vive dans un appartement de 100 mètres carrés situé dans le quartier Antigone de la belle ville de Montpellier. Ils payent actuellement 1 330 € de loyer pour un splendide T5 avec terrasse, parking et vue sur le Lèze. Nous sommes en janvier 2022. Pour acheter ce bien, il leur faudrait débourser 3 990 € du mètre carré, mais pas seulement, car quand on achète, il y a d'autres dépenses dont il faut tenir compte. Les frais de notaire qui comprennent la rémunération de l'agent, mais aussi celle de l'État et des collectivités sous la forme de taxes, les frais de l'agent immobilier qui détient le mandat, les frais de prise de garantie, plus les éventuels frais de dossier bancaire, l'assurance décès invalidité obligatoire, parfois l'assurance chômage, mais surtout des intérêts. Pour notre couple, le total de l'opération se monte à 452 000 € pour un appartement qui en vaut 399 000, soit déjà plus de 13% de sa valeur. Ils apportent 90 000 €, l'équivalent de plus de 5 ans et demi de loyer, et empruntent le reste, 362 000 € sur 25 ans. À taux de 0,5%, ils devront payer chaque mois plus ou moins ce qu'ils payent aujourd'hui, assurance comprise, et ils se mettent à l'abri des futures hausses de loyer. Leurs charges de logement resteront fixes ces 25 prochaines années, mais à la fin du prêt, leur appartement estimé à 399 000 € leur aura coûté la modique somme de 502 000 € entre prix d'achat, frais, intérêts et assurance, soit en moyenne 1 673 € par mois. Rien que le coût du crédit et les frais d'acquisition représentent 343 € par mois d'efforts cachés, ce qui reste acceptable. Mais ce n'est pas tout, il faut ajouter d'autres frais, la taxe foncière ou les surprises qui vont tomber au fil des années, comme les travaux dans les parties communes pour les habitations collectives, les gros travaux d'entretien, de la toiture, de la charpente, du chauffage et les obligations comme la taille des végétaux ou le retraitement des eaux qui incombent généralement aux propriétaires. Les locataires n'ont pas ce genre de soucis à gérer. Si notre famille veut vraiment devenir propriétaire en conservant son niveau actuel de charge de logement, il faudra rogner sur leur confort et acheter moins cher dans un autre quartier ou plus petit, car même avec un taux proche de zéro, acheter l'appartement qu'elle occupe va forcément coûter plus cher que d'en rester locataire, à moins qu'une hausse régulière des prix du marché ne vienne couvrir le déficit enregistré chaque année. Mais voilà, notre famille a décidé d'attendre et c'est aujourd'hui qu'elle se décide. Et évidemment, les conditions ont un peu changé. Pour l'exemple, seul le prix n'a pas bougé. Pour acheter l'appartement aux conditions du jour, à 3,15% sur 20 ans, il faudrait débourser plus de 2 120 € chaque mois, soit près de 800 € de plus que leur loyer actuel. C'est un effort que tout le monde ne peut pas se permettre, sans oublier qu'en fin de prêt, l'appartement aura été payé 510 500 €, soit plus de 28% plus cher que son prix initial. Reste à savoir combien de chances il a d'être revendu ensuite à ce prix pour rentabiliser l'achat. Actuellement, notre famille prend un risque. Que se passerait-il s'il fallait revendre en catastrophe alors que les prix s'effondrent ? La problématique est la même dans le cas d'un investissement locatif classique, c'est-à-dire sans dispositif particulier. Outre le risque, en cas de revente précipitée, le rendement est aussi fortement pénalisé par la hausse des taux. Admettons qu'un investisseur souhaite acheter l'appartement de notre famille de Montpellier dans les mêmes conditions sur 20 ans et le louer au même prix. Avec un financement à 1,5%, il pourrait prétendre atteindre un rendement de 3,4% par an, hors fiscalité et hors assurance. Avec un financement à 3,15%, ce n'est plus la même chose. Le rendement redescend à 2,7%, toujours hors fiscalité et assurance. Pour améliorer ce score, il faut négocier le prix du bien à la baisse, négocier le taux, augmenter l'apport personnel ou le montant du loyer facturé à notre famille. Si vous êtes attiré par l'investissement locatif en 2023, plus que jamais, faites-vous accompagner par un professionnel de la gestion de patrimoine qui sera calculé en quelques instants si un projet immobilier locatif, SCPI comprise, va plutôt vous coûter ou vous rapporter de l'argent. Bref, on s'assoit et on réfléchit avant de signer. Et là, je sens que certains se posent des questions. Ah bon ? Ils ont raté quelque chose chez Money Radar ou quoi ? En gros, ils sont en train de nous dire que l'immobilier, ce n'est pas si bien que ça ? Eh bien oui, dans certains cas, acheter est moins rentable que de rester locataire. Particulièrement quand les taux sont aussi hauts et que les prix et que la tendance s'inverse. Mais bien sûr, il s'agit d'un point de vue strictement comptable. Louer son logement permet aussi de conserver une certaine liberté, surtout pour ceux qui ont la bougeotte et changent de lieu de vie tous les 5 ans. Enfin, la location n'a aucune connotation négative en Suisse ou en Allemagne, 2 pays qui comptent le plus de locataires en Europe et qui savent faire fructifier leur argent au moins aussi bien que nous. Mais non, rassurez-vous, la pierre est toujours un placement refuge car nous aurons toujours besoin de nous loger et il y aura toujours de la demande. Seulement, le moment est mal choisi et la baisse ne fait que commencer.
Ce n'est qu'une question de mois avant que nous puissions vraiment le ressentir. La prudence nous dit « on se dépêche de vendre, sans se précipiter non plus » et on attend pour acheter. Et bien sûr, on n'oublie pas que la BCE n'en a pas fini avec l'inflation qui ronge l'Europe et que les taux sont encore capables de prendre de la hauteur, ce qui pourrait même doper la baisse. L'avenir proche de notre marché immobilier dépend donc lui aussi des futures communications de Madame Lagarde et vous savez que vous pouvez compter sur nous pour ne pas en rater une seule. Le meilleur moyen de rester informé sur l'immobilier et l'économie en France, c'est de rejoindre notre newsletter hebdomadaire. On y publie plein d'analyses et de bons plans, alors ne passez pas à côté. Et pour nous soutenir, abonnez-vous, ça nous fait plaisir et ça vous permettra de ne pas passer à côté de nos prochaines vidéos. Tenez le coup, l'été arrive, prenez soin de vous et à très bientôt, c'était Money Radar.